Donc, après avoir une première partie ce matin sur les recherches sur les droits humains, des très beaux échanges qui expliquent aussi le retard, on va commencer cette partie sur les recherches participatives et collaboratives, donc qui vont se poursuivre cet après-midi sur les mêmes thèmes et avec la participation aussi des groupes locaux Cap Droit. Donc, je vais passer la parole à Sandrine Lamarée. Bonjour. Alors. Bonjour à vous tous. Du coup, vu qu'on est en retard, je vais démarrer tout de suite. Et donc là, au nom du collectif Soif, que je vais laisser notre ami Jacques présenter tout de suite. Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. Le collectif Soif, oui, le collectif Soif, alors sachez quand même que c'est le collectif Soif de connaissances. C'est un collectif qui a été créé en 2015. Oui, nous sommes concernés par la connaissance et la formation, d'ailleurs, j'en profite pour le dire au passage, puisque le collectif Soif est formé de 4 collèges, des chercheurs qui sont plutôt chercheurs militants, d'ailleurs, comme ce matin, je l'ai entendu dire par Claire, des formateurs en école de formation de travailleurs sociaux, qui sont des gens de terrain, le main dans le cambouis toute la journée, donc, et des personnes dites concernées que nous, au collectif SAF, nous appelons des personnes ressources. Et vous l'aurez compris, dans quel but c'est pour croiser ces quatre expériences, ces 4 domaines de connaissances, pour en faire quelque chose de très différent de ce qui peut exister. J'ai entendu dire ce matin aussi que la formation et l'apport des personnes concernées n'avaient pas trop de place, et m'est en train d'en prendre, je vous rassure, on y travaille en tous les cas. Mais je vous laisse la parole par contre à Sandrine pour développer un peu plus. C'était juste pour dire qui nous sommes et ce que nous faisons. Merci Jacques. Donc du coup, ce collectif SOF, il est issu d'un partenariat entre plusieurs acteurs qui sont affichés à l'écran. Donc la chaire publique en lien avec Odenor, donc plutôt sur Grenoble et en lien avec l'UGA, l'Université de Grenoble-Alpes, les fédérateurs de la Fédération des acteurs de la solidarité, donc plutôt du côté, on va dire, travailleurs sociaux, etc. Donc là, les 2 mondes académiques, travailleurs sociaux, et puis Océlia, un centre de formation qui est la fusion entre l'IFTS d'Échirolles et l'école scientifique du Sud-Est qui existait déjà à Lyon et Valence. Voilà pour faire court. Donc là, vous voyez le titre de la recherche dont on va parler, recherche participative, donc qui s'appelle, on l'a intitulé « Prêt à sortir de sa CHRS ». Et avant tout, et avant de poursuivre, je voulais remercier Gabriel Uri-Bellarea, qui, lui, est le coordonnateur de cette recherche, qui ne pouvait pas être présent ce matin, mais qui nous a autorisé à en parler nous-mêmes en tant que participants de cette recherche. Voilà, le collectif SOIF, pour aller plus loin, pour dire un peu de quoi, qu'est-ce qu'on y fait, si ça veut bien marcher, mais ça ne veut pas. Hop. C'est pas grave, on ne va pas insister. Je peux faire passer. Voilà. Qu'est-ce qu'on y fait? Le collectif SOIF, il vise à mettre les expériences des personnes concernées, donc des pratiques de terrain, de la recherche et de la formation, et j'insiste parce que c'est bien ces 4 mondes, et on a peu parlé de formation aujourd'hui, je crois, pour favoriser l'évolution des organisations à partir de travaux de recherche et permettre la diffusion des résultats de la recherche dans les formations en travail social, que ce soit en formation initiale et continue, et dans les pratiques. Sa volonté, elle est de garantir une prise en compte constante et réelle des réalités de terrain dans les activités de recherche et par une méthodologie, et là on est en lien avec le symposium, une méthodologie inclusive qu'on appelle les participative. Ces grands axes, vous les avez affichés, former, observer, valoriser, appuyer, innover. Vous retrouvez tout ça sur le site, donc je ne vais pas aller plus loin. Sinon, l'idée aussi est de dire que l'originalité, tac.
L'originalité de l'approche SWOF, c'est d'imaginer différentes formes de recherche participative en fonction des sujets, des contraintes des personnes, mais avec toujours le principe d'articuler ces 4 mondes dont on a parlé. Donc, ça veut dire que ce n'est pas juste à un moment de la recherche où on participe les 4 mondes ensemble, c'est dès le début. Et quand je dis dès le début, c'est dès la définition du sujet et dès le moment où on va aller chercher auprès de financeurs le budget pour pouvoir faire la recherche. Donc, à ce moment-là, c'est ensemble qu'on va auprès des financeurs, sauf si c'est effectivement une réponse à appel à projet, c'est encore autre chose. Ça n'empêchera pas de penser la problématique ou autre, la question de recherche ensemble. Mais là, dans celle dont on va parler, c'est un moment où c'est la personne concernée qui est allée adresser l'objet auprès des financeurs, jusqu'à la restitution des résultats, dans la formation, le monde académique, le monde professionnel et d'autres endroits où ça réunira ces différents mondes en particulier. Alors maintenant, parlons du projet de recherche en soi, donc cette recherche participative qu'on a appelée prête à sortir. L'idée, c'est, comme je le disais, une personne concernée du collectif SWOF nous dit un jour dans une discussion qu'elle a vécu plusieurs années en CHRS et alors qu'elle quitte la structure pour accéder à un logement, elle reconnaît rétrospectivement aujourd'hui qu'elle ne se sentait pas prête à sortir. Elle regrette donc un départ qu'elle dit ne pas avoir choisi. Et partant de là, alors du coup, c'est comme je l'ai noté, on cherche à comprendre ce que signifie pour une personne hébergée être prête ou pas à quitter un centre d'hébergement et de manière symétrique, on va dire, comment les professionnels des structures d'hébergement définissent une personne hébergée comme étant prête ou pas à quitter l'établissement pour accéder à un logement. Par cette recherche, par cette enquête, on tente de comprendre ce qu'habiter veut dire, la possibilité de choisir où et comment habiter et les jugements accomplis tant par les hébergés que les professionnels sur d'éventuelles capacités à habiter. Voilà, pour dresser un peu le contexte, sachant que c'est des CHRS qui peuvent aussi accueillir des personnes avec des troubles psychiques. Je pense qu'Aïcha y reviendra peut-être tout à l'heure. Pour dire, c'est une recherche, le collectif SWOF est sur 2 territoires, Lyon et Valence, comme je l'ai un peu évoqué au début. Donc, on est sur 2 territoires, donc 2 équipes qui sont censées en faire qu'une, mais que la crise sanitaire nous a aussi pas permis de nous réunir comme on l'aurait souhaité. Elle est conduite sur 12 mois. Donc, les financeurs, vous les avez, au-delà de partenaires que sont le collectif SWOF et tous ses partenaires fondateurs, vous avez 2 financeurs qui sont avec nous, la Fondation Abbé Pierre et la DREF. L'équipe, elle est constituée, donc on a 16 personnes dans l'équipe, dont une personne hébergée en CHRS, 8 personnes qui ont vécu en CHRS, et donc je laisserai Aïcha et Jacques en parler et vous vous présenterez mieux à ce moment-là. 5 travailleuses sociales, donc 3 qui travaillent en CHRS et 2 chercheurs dont je fais partie et étant également formatrice à Océlia. Voilà. Les personnes ont des statuts et des expériences différentes, mais dans notre cadre, elles sont toutes considérées des enquêteurs. On y reviendra parce que c'est de ça dont vont parler Aïcha et Jacques aujourd'hui. Et des moments, j'ai tendance à dire qu'au-delà d'enquêteurs, on les considère co-chercheurs. Mais ça serait un grand débat, donc peut-être qu'on y viendra, mais je ne vais pas l'entamer tout de suite, sinon ça ne sera pas les 10 minutes, on ne va pas les tenir. Donc, comme je le disais, l'équipe est répartie sur 2 territoires Lyon-Valence. Et là, c'est là où on a commencé Grenoble, pardon. C'est là où on a vécu une première complexité dans cette recherche participative, puisque le contexte sanitaire ne nous a pas permis, comme je disais, de nous rencontrer. Donc, on a fait beaucoup de choses en visio. Et là démarrent les difficultés, dans le sens où on n'est pas tous équipés d'un ordinateur. Et quand on est équipé, donc on proposait aussi de se réunir sur Lyon, ou sur Grenoble, ils se réunissaient dans une même salle, mais nous étant à Lyon, ça faisait des mauvaises connexions et des problèmes de communication certains, liés à une mauvaise qualité sonore. Donc là, déjà, ça peut créer une tension, ça. Donc, tout ça pour dire que dans les recherches participatives, une des premières choses aussi à regarder de près et auxquelles il faut être vigilant, c'est les conditions pour conduire ces recherches-là, cette confrontation de points de vue, de donner les bonnes conditions pour pouvoir le faire. Et voilà, je le redis des propos d'Aïcha, parce qu'on parlait la dernière fois de c'est quoi le collectif SWOF, et Aïcha disait avant tout, c'est la convivialité. Et je crois que ça fait vraiment partie,
on en parlait souvent. Je pense que ça fait partie aussi des conditions de réussite de la recherche participative. Ces 16 personnes qui participent à la recherche, là, j'arrive à un autre point que j'ai envie d'amener, c'est que, attention, ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs réunions, ça ne veut pas dire qu'elles doivent participer à toutes les réunions. L'idée est de créer un dispositif suffisamment souple qui fait que pour que des personnes puissent arrêter à un moment donné, parce que là, tout de suite, il n'y a plus le moment, et revenir quand elles le souhaitent, et ou arriver en cours de recherche, parce que voilà, les choses ont fait que dans le réseau, d'autres personnes ont entendu parler et souhaitent y participer de fait de leur expérience. Cette souplesse du dispositif, pour nous, elle est importante car elle permet des formes d'engagement différenciées et adaptées aux situations des personnes concernées. Mais on a pour autant toujours le souci de savoir pourquoi l'autre n'est pas là ou l'autre viendra. Voilà, ça, il y a une forme, et Jacques, le tien en particulier, peut-être tu parleras de ce rôle-là que tu as aussi avec les personnes ressources et qu'on peut avoir par ailleurs. Par contre, ça exige un gros travail de coordination et c'est celui que Gabriel assure aujourd'hui. Voilà. Notre démarche pour aller un peu plus loin, l'idée est d'associer les enquêteurs dont on parle à toutes les étapes de la démarche, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme on l'a vu sur l'autre slide. Et donc, cela a recommencé donc par la recherche de financement où la personne dont j'ai parlé tout à l'heure est allée devant l'adresse, porter, à l'époque des RDGSCS, porter notre projet, l'évoquer. Et donc, c'est là qu'on a obtenu un financement qui permet notamment de rémunérer les personnes ressources. Et ça, c'est aussi un point très important pour nous. Troisième point dont je voulais parler dans la recherche participative, qui me paraît un point important. Et inversement, par contre, les attentes des financeurs, voilà, financement étroit, on va dire, court, qui voulaient en même temps quelque chose de qualitatif, nous ont obligés à orienter quand même notre outil méthodologique et qui s'est dirigé, peut-être qu'on aurait choisi autre chose, mais qui s'est dirigé vers des entretiens. Voilà, donc du coup, c'est de ça dont on va parler, les entretiens, et donc avec Aïcha et Jacques qui sont enquêteurs. L'idée, c'est que l'originalité de notre méthode, c'est qu'elle repose sur la manière dont sont réalisés ces entretiens. Ils mettent à profit la diversité des profils que compose le collectif Soif de connaissances. Ils sont menés toujours, en tout cas, on essaye, par un binôme chercheur et travailleur social, ou exerçant ou ayant exercé dans une structure d'hébergement, et chercheurs et personnes ressources vivant ou ayant vécu dans une structure d'hébergement. Les travailleurs sociaux et les personnes ressources endossent donc un rôle hybride à ce moment-là. Ils sont à la fois enquêteurs, en posant des questions et en interrogeant l'interviewé, mais ils sont aussi enquêtés, parce qu'ils peuvent partager à un moment leur expérience actuelle ou passée dans leurs questions, qui fait que ça, on s'en sert aussi. Et là, oups, peut-être que c'est un point qu'on pourrait, en termes de distanciation, certains pourraient nous reprocher ce manque de distanciation. Là encore, un autre point dont on pourrait discuter. En tout cas, nous, ce qu'on en tire plutôt en point positif, c'est que l'expérience de chacun permet en amont de concevoir avec finesse les guides d'entretien, 4 mois quand même pour construire notre guide d'entretien. Donc, voilà. Et durant les entretiens, de faciliter un peu la confiance, un autre terme, je parlais de convivialité, de confiance. Donc là, la confiance entre les acteurs et de nourrir les échanges. Donc, à l'heure où les recherches collaboratives et participent ont le vent en poupe, cette expérimentation est l'occasion, pour nous, il nous semble, de penser et de valoriser d'autres formes de coopération entre chercheurs, acteurs de terrain, personnes ressources formateurs. Concrètement, et je m'arrêterai là pour vous laisser la parole, c'est des réunions, on a un rythme d'environ 1 fois par mois sur chaque site qui ont été mis en place avant d'identifier avec qui les entretiens vont être réalisés, comment et les questions qui vont être posées. Aïcha a trouvé parfois que c'était un peu long, n'est-ce pas? Donc, voilà. Et 2 exemples, je vais prendre dans ce moment où on a construit la guide d'entretien qui m'ont paru significatifs, en tout cas que je trouve qu'ils nous ont fait vraiment bouger. Le premier, c'est on est arrivé, on avait un peu anticipé, je me rappelle avec Gabriel, voilà, dans les échanges qu'on avait eus, on avait un peu anticipé un guide d'entretien qu'on a mis à la confrontation avec l'ensemble des personnes. Et on avait commencé par la première question, c'est quoi qui se passe avant l'arrivée en CHRS? Et donc, quand on a commencé à discuter,
une de nos collègues qui a vécu en CHRS nous a dit non, mais là, c'est n'importe quoi. Vous ne pouvez pas commencer un entretien en venant d'abord questionner ce qui s'est passé pour nous. Parce que là, vous mettez les personnes en difficulté. Et en fait, nous, on était partis sur un truc chronologique avant le CHRS, pendant, après. Et en fait, ça s'est tout inversé. Le avant le CHRS, ça arrive jusqu'à la fin de l'entretien. Donc ça, c'est une première expérience. La deuxième, c'est on parlait et puis on disait par quoi on va commencer. Et la personne a dit, bon, on pourrait demander comment tu te sens. Et je me rappelle que avec Gabriel, quand on retraduit la question, on dit, bon, alors donc la première question, ça serait comment ça se passe pour toi? Non, en fait, comment ça se passe pour toi, ça ne veut pas dire comment tu te sens. Et là, on a vachement discuté et ça finit par comment tu te sens avant tout. Ça ne peut pas dire la même chose. Voilà, plein d'exemples comme ça qui sont pour moi significatifs de cette recherche participative. Là, on est, désolé, on est qu'au tout début. On vient de faire les guides d'entretien, on démarre là. Et donc, c'est de ça dont on parlait Aïcha. Donc, voilà, et Jacques, on n'a pas plus que ça en termes de résultats, on n'y est pas du tout, bien évidemment. Aïcha et Jacques, vous pouvez peut-être dire, Jacques, non, peut-être comment le faire. Vas-y, allez là. Donc, bonjour à tous et à toutes. Oui, c'est vrai, j'ai commencé j'ai été donc avec Gabriel pour interroger sur un CHRS pardon, à Saint-Étienne. Donc, ce que j'ai trouvé intéressant, pour moi, c'est quand j'ai interrogé, on a interrogé trois hébergés et un travailleur social. Donc, par la suite, moi, quand j'ai interrogé, je me suis senti vraiment à l'aise en interrogeant les hébergés au niveau des questions. Je me suis mis à leur place, en gros. Et au niveau pour interroger le travailleur social, je me suis senti vraiment, vraiment mal à l'aise au niveau des questions. Heureusement qu'il y avait mon binôme qui était avec moi, c'était Gabriel. Je lui ai dit, écoute, je ne peux pas, si tu veux bien prendre toi à faire interroger le travailleur social, moi je ne peux pas. Il me dit pourquoi. Je lui ai dit, voilà, le début de ces questions, de ces réponses m'ont un peu laissé, je ne tiens pas sur le carreau, mais m'ont un peu laissé perplexe parce que je ne le sentais pas dire vraiment, comment dirais-je, je dirais pas la vérité. Je dirais pas vraiment la vérité, mais bon. Voilà, on lui a posé une question et donc ces travailleurs sociaux, et il a répondu sans y répondre. Il s'est étalé sur une autre chose, donc il n'était vraiment pas sur notre questionnaire. Donc je lui ai dit, écoute Gabriel, moi je peux pas parce que j'ai l'impression, je m'excuse du terme, mais j'ai l'impression qu'il doit défendre son CHRS, quoi, parce qu'il parlait pas du tout de la sortie d'hébergement. Nous, on travaille comme ça. Nous, ça se fait comme ça. Et on est arrivé vers lui. Enfin, moi, je lui ai dit, mais ouais, mais vous êtes comme ça au niveau pour une sortie d'hébergement d'une personne qui est en phase de sortie, comment vous faites? Eh bien, écoutez, on fait comme ça, mais on a abouti à rien. Donc, ce qu'on a fait, finalement, on s'est dit, c'est pas grave, on continue le questionnement. Et on s'est vu avec Gabriel, puis on a dit, pour être bien satisfait, enfin, qu'on reparte bien, on n'a pas pu le faire, mais on le fera dans quelques jours, c'est qu'on va interroger un autre travailleur social. Donc, on a vu la directrice, et puis c'était OK. Donc, on va se mettre en lien avec une autre, donc par visio, bien sûr, on ne retourne pas que pour une personne. On va se mettre en lien avec une autre un travailleur social et on va voir les dires de cette personne avec les dires de celle qu'on avait. Mais bon, tout ça pour vous dire que moi, j'ai été vite fait hébergé dans un CHRS. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis mis à la place de l'hébergé quand il me répondait à des questions. J'étais là pour la mettre à l'aise comme moi, on me mettait. Et donc, ça a été super bien pour moi. Et j'ai senti que les résidents que j'interrogeais étaient aussi à l'aise. J'ai eu aussi une personne sur Saint-Étienne qui parlait pas très bien le français, qui était maghrébine. Donc ça va, je parlais un peu, je parle l'arabe. Donc on a pu s'en sortir. Mais pour vous dire, au niveau des travailleurs sociaux, pour moi, malgré que j'ai vécu avec des travailleurs sociaux, enfin quand j'étais en CHRS, c'est compliqué. Mais entre parenthèses, Sandrine,
entre parenthèses, je suis travailleur pair, bien sûr, dans pas mal de CHRS, donc pour l'association avec qui je travaille. Donc, j'ai quand même 5 CHRS où j'interviens, plus 3 diffus. Donc, maintenant, je vois vraiment, vraiment le travailleur social, ce que c'est. Donc, voilà, c'est pas facile, ça, je le sais, je le reconnais, mais il y a des moments, il y a des fois que, quand même, les travailleurs sociaux, ils sont quand même durs un peu avec les résidents. Mais bon. Merci. Est-ce que c'est pour leur bien? Est-ce que, voilà, maintenant, c'est à suivre. Voilà. Je vais passer la parole à Jacques, mais en tout cas, moi, ce qui me semblait intéressant, c'est… Oui. Oui, pardon. On n'a vraiment plus le temps. Vraiment plus. Oui, alors moi je vais pas effectivement traîner puisqu'on n'a pas le temps. Le maître du temps nous a rappelé à l'ordre. Je voulais juste quand même attirer votre attention sur une chose. On parle de questionnaire, mais j'aimerais quand même préciser que nous étions plus dans l'entretien que dans le questionnaire, puisque nous sommes cette recherche participative. Nous avons voulu la qualifier de recherche participative. Et attention de ne pas tomber dans l'enquête questionnaire à des buts statistiques. Voilà. Donc, l'entretien, ce serait plutôt, on a le guide d'entretien que nous avions élaboré, était plutôt un guide qui donnait la parole et qui laissait la parole un peu libre quand même. Il n'était pas très directif, ce n'était pas un questionnaire avec des coches ou des croix, etc. Donc, important, il me semble. Pour parler de l'expérience que j'ai eue, moi aussi, j'ai vécu en CHRS en 2014. C'est pour ça que je suis rentré au collectif SOIF en 2015, pour avoir vécu et vu et entendu des pratiques professionnelles en CHRS qui me semblaient pour le moins bizarres. Et quand on m'a proposé de rentrer en collectif SOIF avec sa thématique du collectif, vous l'avez entendu et vu tout à l'heure, bien sûr que j'ai dit oui, mais c'était pour faire bouger les lignes. Mais je reviens à ce qui nous amène aujourd'hui. Moi, j'ai participé à un entretien en binôme, toujours pareil, avec une travailleuse sociale d'ailleurs, et j'ai pour l'occasion eu un entretien avec un travailleur social. Et contrairement à l'expérience d'Aïcha, quand on a élaboré, vous savez, ce questionnaire, on va dire comme ça, ce guide d'entretien, on a creusé nos expériences pour essayer d'aller chercher très loin dans les questionnements, dans les questions, dans le profond de ce qu'on voulait suggérer ou au moins on voulait entendre pour obtenir le matériau nécessaire pour notre recherche après. Et quand on a donc, c'était tout c'était noir sur blanc, mais encore une fois, on ne posait pas forcément les questions. On commence l'entretien avec cette travailleuse sociale, c'est une travailleuse sociale, et en fait, miracle, on n'a presque pas eu besoin de poser des questions, pas dans l'ordre, c'est clair, mais elle abordait tous les sujets que nous avions imaginés et qui étaient sur le questionnaire. Comme quoi, d'un établissement à un autre, d'un travailleur social à un autre, je ne sais pas, il y a une magie différente, il y a quelque chose qui se passe différemment, d'où l'intérêt d'ailleurs de faire des enquêtes auprès de différents travailleurs sociaux. Et voilà, pardon. Je suis désolée de de vous interrompre. Alors, je passe la parole tout de suite à Jennifer Fournier. Alors, je sais qu'elle fait partie de l'Université Lyon 2, je n'ose pas dire anthropologue, mais je vais le dire quand même. En tout cas, j'ai vu qu'elle avait pris plein de notes, alors je pense qu'elle m'excusera d'avoir laissé le temps filer. Merci. Merci, bonjour. Donc, Jennifer Fournier, je ne suis pas anthropologue, je suis enseignante-chercheur à Lyon 2 en sciences de l'éducation. Et je vais essayer rapidement de vous parler d'une expérience de recherche à plusieurs qui a été la construction d'un programme de recherche appliquée et de formation qu'on a conduit avec des personnes adultes avec trisomie 21. Et ce que je vais essayer de vous dire, c'est à la fois qu'est-ce qu'on a repéré comme élément facilitateur pour la participation de ces personnes à la recherche, et puis aujourd'hui aussi les questions qui restent un peu en suspens, ou à la fois d'un point de vue méthodologique et éthique. En fait.
peut-être ce qui est important de dire, c'est que, donc ça c'est les structures avec lesquelles on a travaillé, c'est que les structures avec lesquelles on a travaillé, la Fédération de Trisomie 21, le CERES, Centre Ressources Handicap et Sexualité, sont déjà des structures qui ont des pratiques en faveur de l'autodétermination, de l'effectivité des droits citoyens. Le CERES, donc Centre Ressources Handicap et Sexualité, forme des animateurs de groupes de parole, les personnes en situation de handicap pouvant être formées comme animatrices, donc avaient déjà une pratique de base. Donc on arrive avec un projet, mais sur un fondement. On n'arrive pas sur quelque chose qui est à zéro en termes de pratique d'autodétermination, de développement du pouvoir d'agir et de l'effectivité des droits. On a, voilà, c'est ce que dit cette diapo-là. Ça, c'est le projet de recherche qu'on avait imaginé. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Hein. C'est un peu le principe, à mon avis, des recherches collaboratives ou des recherches participatives. Peut-être ce qui est important de vous dire, c'est qu'on a d'abord commencé par faire des entretiens collectifs, des focus group, avec des personnes donc, en situation de handicap, avec déficience intellectuelle, avec des parents en complément de discours et des professionnels accompagnants en complément de discours, et que ces premiers entretiens collectifs, ils ont permis à la fois de recueillir les expériences des gens, leurs questions, leurs souhaits, leurs aspirations, les difficultés qu'ils rencontrent, donc du point de vue des personnes concernées en premier lieu, complément par la famille, complément par les professionnels. Et ces focus group, ils ont aussi été l'occasion de recruter des binômes, personnes avec déficience intellectuelle et puis personnes sans déficience qui étaient OK pour poursuivre le travail, c'est-à-dire construire la formation et puis participer à la recherche appliquée. Et on a réussi à recruter 8 binômes et donc personnes avec déficience intellectuelle, toutes des personnes qui travaillent parfois en milieu spécialisé, parfois en milieu ordinaire. Et puis dans les binômes sans déficience intellectuelle, il y avait des professionnels éducateurs spécialisés, psycho. Il y avait aussi des professionnels intervenants extérieurs dans les structures. Et puis il y avait aussi une maman qui est une militante associative, donc avec des profils quand même assez divers. Quand on a recruté ces binômes, on s'est donc mis au travail sur la construction de la recherche et de la formation. Et là, je vais vous présenter ce que nous, on a repéré comme étant des éléments facilitateurs. La première chose, c'est que le travail avec les binômes a eu lieu dans un lieu qui n'appartient à personne. Et pour l'anecdote, en travaillant sur ces questions donc, de handicap et de sexualité, c'était un hôtel tenu par des religieux à la retraite, ce qui était quand même assez improbable, mais on a été très bien accueillis. Et ça, c'était important parce que ça a créé de la symétrie. Ce n'était pas à l'université, ce n'était pas dans une association gestionnaire, ce n'était pas dans un établissement médico-social, c'était vraiment dans un lieu qui n'appartenait à aucun d'entre nous. Il faut savoir que ces binômes, ils arrivaient en avion, en train, après leur semaine de travail respectif et qu'on s'est réunis pendant les week-ends pour travailler. Donc là aussi, une implication réelle de la part des personnes avec déficience intellectuelle ou sans déficience intellectuelle, puisque c'était en plus de leur semaine de boulot à chacun. Et donc, on s'est réunis les week-ends dans cet hôtel-là, ce qui a été un élément facilitateur. Autre élément qu'on a dû prendre en compte, c'est la singularité du rapport au temps des personnes avec déficience intellectuelle. La façon qu'on a ordinairement de travailler, c'est avec une temporalité rapide, puis d'autant plus quand on a 5 minutes pour présenter, on doit aller très très vite. Et donc, on mobilise sans cesse la parole dans des échanges d'idées, on discute, voilà, on est sur de la connivence, on se comprend bien, etc. Ça, c'est totalement inadapté quand on travaille avec des personnes adultes avec déficience intellectuelle. Et donc, on s'est rendu compte, en fait, au bout de la première matinée de travail, que sur les thématiques qui étaient proposées pour construire la formation, les chercheurs et les professionnels, ou en tout cas les binômes sans trisomie, sans déficience intellectuelle, prenaient la parole très, très vite. Hop, il y avait des échanges d'idées. Et puis après, une fois que tout le monde avait bien discuté, on se tournait vers les personnes avec trisomie en disant « Et vous avez quoi à dire ?» Et elles disaient quoi? Elles disaient « Rien. En fait, tout a déjà été dit et de façon tellement rapide qu'elles n'avaient plus de place. En fait. » Donc, ce qu'on a instauré et qui a vraiment transformé radicalement notre façon de travailler, c'est ce qu'on a appelé des cercles de parole. Ça veut dire que dans chacune des discussions et pour chaque moment de travail,
quand une thématique était lancée, le premier cercle de parole, c'était les personnes avec déficience intellectuelle. Et on a appris à se taire. Et on attendait que l'ensemble des personnes souhaitant prendre la parole puissent le faire à leur rythme, avec leur façon d'intervenir. Et si nécessaire, le deuxième cercle de parole, c'était les professionnels. Si c'était pertinent de compléter ce qui avait déjà été dit. Ça ne l'était pas tout le temps. Et puis, en troisième cercle de parole, c'était les chercheurs. Mais pareil, si c'était pertinent de compléter ou de prendre la parole. Et évidemment, vous vous doutez que ça a totalement transformé la matière qu'on a pu mettre au travail, puisqu'on a laissé toute la place possible et disponible pour les personnes avec déficience intellectuelle. On a pris en compte aussi, évidemment, dans le travail, la diversité des modalités d'expression. Là, vous avez quelques exemples de dessins, par exemple, qui ont pu arriver. Les personnes ne sont pas toutes à l'aise avec la communication à l'oral. Par contre, volontiers, elles pouvaient dessiner, construire, manipuler des objets, etc. Et donc, on a été très attentif à prendre ça en compte dans la construction des outils. Et il y a notamment une jeune femme, pour l'anecdote, une jeune femme avec trisomie. On parlait de la contraception. Et voilà, sur le temps d'échange, dans le premier cercle de parole, elle ne prend pas la parole, mais elle est en train de dessiner. Et en fait, ce qu'elle dessine, c'est une silhouette de femme où elle positionne les différents moyens de contraception à proximité de où on les prend. La pilule vers la bouche, l'implant contraceptif vers le bras, le stérilet vers l'utérus, etc. Et où on se dit, non mais c'est bien sûr, c'est-à-dire que si on pense qu'on va je sais pas quoi, gober son stérilet, ça marche beaucoup moins bien en termes de contraception. Et donc, on voit bien que de laisser la place à ces différents, modalités d'expression, ça a aussi permis d'avoir des espèces de se rendre compte collectivement de la pertinence des propositions qui étaient faites par les personnes et de l'évidence que ça crée pour chacun d'entre nous de se dire « non, mais c'est évident que sur la formation, il faut qu'on procède de cette manière-là ». Qu'est-ce qui a facilité aussi les choses? La variété des modalités de travail. On a travaillé de manière à ce que, quand on abordait une thématique, on travaillait d'abord en grand groupe. Et le travail en grand groupe, il donne vraiment lieu à une négociation collective sur les thèmes. C'est-à-dire que la signification de ce que c'est que la contraception, de ce que c'est que la rencontre, de ce que c'est que l'amour, ce n'est pas donné d'emblée, et ça se construit. Ça veut dire qu'il y a une élaboration collective à partir des expériences des personnes avec déficience intellectuelle. Il y a une première personne qui raconte une expérience, puis une deuxième, puis une troisième, et on travaille comme ça par association d'expériences, d'idées, etc. Et après, on se met d'accord sur, OK, avec tout ce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on conserve et qu'est-ce qu'on conserve pour le transformer en outil de formation. Voilà. Et on a très vite été vigilant à ne pas adopter des postures de type est-ce que vous pouvez expliquer? On n'a pas sommé les personnes d'expliquer ce qu'elles disent, mais bien est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter avec ce dont on est en train de parler? Voilà. Et qui sont des postures qui, à mon avis, sont plus facilitatrices pour la construction collective. Donc, en grand groupe, on se met d'accord sur ce qu'on comprend et sur le thème, ce que ça veut dire. En petits groupes, on travaillait sur comment on transforme ça en outil de formation. Et puis, il y avait une reprise en binôme, donc les binômes de formateurs, qui allaient devenir les binômes de formateurs, sur comment on va présenter ça, nous, tous les deux ou toutes les deux, dans la formation. Donc, avec vraiment quelque chose d'une diversité des modalités de travail. Avec la difficulté, par exemple, qu'on a eue, c'est les personnes avec déficience intellectuelle. Quand une première prenait la parole et qu'il y avait d'autres qui avaient des idées, c'était difficile d'écouter l'autre, de garder son idée en tête et de pouvoir la dire après. Et ça, on n'a pas trouvé de technique vraiment pertinente pour aider vraiment les gens à cet endroit-là, pour pouvoir conserver les idées. Autre élément facilitateur, ça a été l'aménagement de l'espace de formation. On a vraiment créé un espace avec des affiches, des outils, des ouvrages, quelque chose d'un environnement sollicitant pour réfléchir, pour se nourrir, etc. Et l'ensemble des personnes a vraiment fait un usage important de tout ce qui était à disposition dans l'espace de travail et de formation, et donc quelque chose du côté de l'auto-formation aussi. La richesse d'un travail par association et affinement, je vous en ai dit un mot. Ce qui a aussi facilité les choses, c'est
comment les animateurs, enfin les binômes d'animateurs sans déficience intellectuelle ont pris vraiment une place de ce qu'on appelle facilitateurs. J'ai entendu ici qu'il y avait des facilitateurs-chercheurs. Nous, on les a plutôt utilisés. Nous, le terme facilitateur a plutôt concerné les binômes sans déficience intellectuelle. Et avec un vrai travail de préparation en amont et autour des week-ends de travail, avec un souci de stimuler la réflexion de leur binôme autour de ce qui était en train de se discuter, d'inciter à la prise de parole, d'inciter, de se saisir, de façon de reformuler, de s'assurer de la compréhension, et que, évidemment, la participation des personnes avec déficience intellectuelle a été grandement facilitée par cette posture-là. Ça m'oblige à aller très vite, c'est très frustrant. Et donc, je vais être sur ma dernière diapo, et vous m'excuserez, du coup, je passe un peu vite. Donc, ça a donné lieu à la production d'une exposition. Tout est en ligne et accessible si ça vous intéresse. Le projet s'appelle Mes Amours et tout est accessible et disponible sur le site de la FIRA. Donc, je ne vous en dis pas plus. Le rapport de recherche, l'ensemble des outils qui ont été créés, etc. Et ensuite, ces personnes, ces formateurs, ces binômes de formateurs sont maintenant dans un catalogue de formation et sont mobilisables. Voilà. Et ils ont... plusieurs d'entre eux ont formulé le souhait de pouvoir former d'autres binômes de formateurs. On en est là. Et puis moi, j'ai un certain nombre de questions dont je voulais vous faire part, et je m'en arrêterai là. La difficulté pour nous à savoir, est-ce qu'on doit se ranger dans une case, recherche appliquée, recherche participative, recherche-action, recherche émancipatoire. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Voilà. Et vous dire la nécessité, en tout cas, que nous, on a perçu de quelque chose qui est hybride ou métisse dans nos façons de travailler et de procéder avec les personnes. L'ajustement des modalités de travail pour favoriser la participation et pour créer des outils qui correspondent aux animateurs avec déficience intellectuelle. Juste une petite anecdote, on a travaillé avec une infographiste pour la mise en forme des outils. Et elle envoie des silhouettes pour travailler sur les questions du corps, connaissance du corps, etc. Silhouette femme, silhouette homme, rose et bleu. Elle me les envoie. Et là, je me dis, oh là là, en termes de stéréotypes. Donc, je lui dis, mais t'es sûre qu'on garde ça? Elle me dit, écoute, tu le présentes, et puis si ça ne convient pas, on change. Et en fait, c'était une évidence pour les animateurs avec déficience intellectuelle que c'était rose et bleu. C'est comme si c'est du facile à lire et à comprendre visuel. Et donc là aussi, de ne pas mélanger nos enjeux à nous, de chercheurs en termes de questions de représentation stéréotypée des hommes et des femmes, et de ce qui facilite le travail en fait, des binômes d'animateurs. La reconnaissance des savoirs d'expérience, peut-être je ne développe pas ici, ça fait consensus, je pense, entre nous. Voilà, donc j'en parle pas. Des préjugés culturels et sociaux, qu'est-ce qu'on a fait? Et quand je me suis rendu compte de ça, j'ai très honte, mais je vais quand même vous en parler. Dans notre pratique de recherche à nous, on a évalué les connaissances des animateurs avec trisomie avant et après le travail fait ensemble. Et ben, on ne l'a pas fait pour ceux sans déficience intellectuelle. Voilà. Donc, on a recueilli… Ouais, bah oui, c'est excellent. Hein, voilà. Donc, on peut, malgré toute la bonne volonté et toute la vigilance vraiment qu'on a eue, on peut vraiment se retrouver dans des choses très stéréotypées. Donc, on a évalué les personnes avec déficience intellectuelle. Voilà ce qu'on a fait. Donc, si c'était à refaire, évidemment, je transformerais majoritairement. On voulait mesurer qu'est-ce qui s'était transformé, en fait. On voulait évaluer ce qui s'était transformé en termes de connaissances, en termes d'attitude, etc. Ben, on l'a fait que pour les gens avec déficience intellectuelle. Voilà. Et puis, la dernière question, pour moi, qui est plutôt une question éthique, c'est aujourd'hui, à qui profite la recherche? Parce que force est de constater que je suis fréquemment sollicitée pour présenter ce travail, souvent avec un peu plus que 10 minutes, et si je peux me permettre. Et en fait, c'est difficile… les binômes, eux, ils rencontrent des vraies difficultés, et notamment pour animer la formation, parce qu'un binôme de formateurs, ça coûte cher, donc c'est une formation qui coûte cher, donc elle est peu sollicitée. Et puis, les travailleurs en ESAT, qui sont donc des usagers du médico-social, on n'arrive pas à les payer. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé de statut qui, comme on peut avoir, je sais pas quoi, un statut d'auto-entrepreneur quand on est salarié, etc. On n'a pas trouvé de système pour pouvoir les rémunérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces animateurs-là, ces formateurs, ils doivent prendre un jour de congé à l'ESAT pour aller travailler en tant que formateur. Et en plus, c'est tout un espèce de bricolage. Donc, on fait de la bricole, en fait. On se fait payer, puis on reverse, enfin, pour qu'ils puissent être rémunérés pour leur travail. Voilà. Et donc, pour moi, la question, c'est, voilà, moi, j'en bénéficie en tant que chercheur, c'est très clair, mais
quid de ces binômes d'animateurs et notamment des animateurs avec déficience intellectuelle. Voilà. Merci pour votre attention. Merci pour avoir tenu le temps. Et je pense que toutes les questions, on pourra les reposer cet après-midi et échanger à partir de là, je pense. Donc, vous allez passer le micro à Audrey Parron, qui nous a fait un teaser d'enfer pour la suite de son intervention ce matin. Vous allez être déçus. Donc, on va attendre la suite. Ça y est, j'ai tout dit en fait. Oui, alors, donc c'est à moi. Alors, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait, c'est-à-dire que je vais présenter une recherche loupée. Alors, le but, ce n'est pas que vous m'envoyiez des cailloux à la fin de mon intervention, mais c'est justement pour soulever des questions, parce que c'était une recherche qui a posé énormément de questions. Alors, si Jennifer, elle nous a présenté des facilitateurs pour une recherche collaborative, moi, je vais vous présenter tous les écueils possibles qu'un groupe de sociologues peut faire lorsqu'il est amené à faire une recherche collaborative. Alors, rassurez pas, déjà plusieurs présupposés avant de commencer. La première, c'est que… Ah, pardon. D'accord. Donc… D'accord. Ouais, voilà, c'est tout de suite plus classe. Voilà, en fait, donc le but de mon propos, c'est de poser des questions. Alors, un préalable avant de commencer, c'est je ne suis pas du tout critique des recherches collaboratives, c'est-à-dire que tout ce que je vais présenter, ce n'est pas pour dire finalement ça vaut rien, il y a trop de problèmes méthodologiques. Non, pas du tout. Au contraire, quand j'entends la recherche de Jennifer ou le dispositif Soif de connaissances, voilà, je trouve qu'il y a un réel intérêt à aller vers ces recherches-là. Donc, ne prenez pas ça comme une critique fondamentale en fait sur les recherches participatives. Voilà, ça, c'est un gros préalable que je veux bien, que vraiment je veux tenir. Alors maintenant, je vais vous parler de ma recherche complètement loupée, collaborative. Alors pourquoi recherche loupée, c'est un peu curieux de dire ça, et puis on n'a pas l'habitude, c'est qu'elle a été finalement très problématique sur plein de domaines. Alors je vais vous en parler un peu. Alors pourquoi est-ce qu'elle permet de poser des questions? Parce que justement, c'est quelque chose qui est très ancré, c'est-à-dire on a été confronté à des problèmes sur le terrain, c'est-à-dire à faire cette recherche. Donc, c'est dépasser un peu les principes qui nous étaient chers. Voilà. Donc, allez, je me lance. Donc, le contexte, c'était une demande de soutien méthodologique pour une recherche participative. Donc, c'est une demande qui émanait de la délégation régionale de l'Association des paralysés de France. Donc, c'était avant encore la région, c'était il y a quand même quelques petites années. Donc, c'était l'APF Midi-Pyrénées. On n'avait pas encore basculé dans la région Occitanie. Voilà, donc l'APF, au niveau national, organisé à l'échelle régionale ce qu'ils appelaient les États régionaux de l'inclusion. Donc, du coup, l'APF Midi-Pyrénées se retrouvait avec 6 journées à organiser autour de cette notion d'inclusion. Et du coup, nous mobilise donc une équipe on était 3 chercheurs du laboratoire du LIST à Toulouse, donc des sociologues. Donc nous, on reçoit cette demande et puis on se pose la question, mais comment on va y répondre? Alors, un des premiers principes qu'on voulait faire, c'était vraiment se dire non, on ne veut pas venir en tant qu'expert sociologue et mener une enquête. Finalement, on veut essayer de répondre à 2 principes. Celui est peut-être le plus important qu'on voulait mettre en avant. Alors, excusez-moi, mon accent anglais est épouvantable, d'accountability. En gros, c'était l'idée qu'on voulait que ce soit les personnes concernées qui soient aux rênes de toutes les étapes de la recherche, c'est-à-dire qu'ils soient vraiment les producteurs de toutes les étapes de la recherche, que ça soit de la question de départ au protocole de recherche, à la production de résultats et à la diffusion de résultats. C'est-à-dire que nous, finalement, on se disait, nous, on va vraiment venir en appui
d'animation, d'organisation, un petit peu en retrait, hein, pour permettre l'émergence en fait d'une voie collective et avec le but quand même, c'était de la production de résultats autour de ces notions d'inclusion. Donc nous voici partis avec nos principes, hein, donc d'empowerment et d'accountability. Alors, ce qu'on a fait, c'est que on s'est tourné vers la littérature, hein, et on s'est dit bon, très bien, on a notre posture. Quelle méthode on va faire concrètement pour produire des résultats? Donc, on s'est tourné. Alors, l'erreur, je pense que ici vous avez peut-être des outils méthodologiques beaucoup plus performants et enfin, sur le moment, en tout cas, on s'est tourné dans la littérature anglo-saxonne, des disability studies, et on a été voir en fait s'il n'y avait pas des méthodes qui étaient préconisées pour produire comme ça des recherches qui étaient, on va dire, à visée émancipatrice, hein, là pour le coup. Et alors, à notre grande surprise, on a trouvé des principes, c'est-à-dire qu'effectivement, donc, il ne fallait pas être dans une posture positiviste, ni dans, par exemple, une posture d'interactionnisme, qui était courante dans la sociologie de la santé, par exemple. Il ne fallait pas non plus être dans une posture d'individualisme méthodologique. Voilà, en fait, il y avait comme ça plusieurs postures excluantes, mais finalement, on s'est retrouvés, mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on s'est tourné vers une méthode d'inspiration qui s'appelle méthode d'analyse par groupe d'acteurs. Donc, c'est... alors, on n'a pas vraiment fait une maga, hein, on s'est inspiré. Alors, c'est Campenhout, Chaumont et Franzen qui l'avaient mise en place, qui la porte en fait, hein, et qui nous explique le principe général de cette méthode. Donc, le principe général, ce sont les acteurs sociaux ont une compétence et une connaissance pratique des situations sociales. La méthode consiste dès lors à produire les conditions pour que, partant de la narration de situations concrètes vécues, ils en réalisent une analyse collective et partagée. Nous, on s'est dit, c'est tout ce qu'il nous faut, c'est génial. Donc, on organise une journée avec l'APF et des personnes donc, concernées. Voilà, et nous on savait pas, c'était l'APF qui se chargeait du coup d'organiser, de recruter les personnes qui souhaitaient participer à la recherche. Et donc nous on avait vraiment un rôle d'animation. Donc le but en fait c'était de partir de récits ancrés, hein, c'est-à-dire chaque personne racontait une situation dans laquelle soit ils avaient vécu une situation d'inclusion, au contraire, ils avaient un barrage, un obstacle à une situation d'inclusion. Donc, l'idée, c'est que chacun, comme ça, des participants venait raconter un récit de sa propre expérience et que, donc ça, c'était un premier temps de l'échange et qu'après, chacun, on produisait vraiment une analyse collective à travers ces récits. Donc, vraiment, nous, je le répète encore une fois, c'était vraiment une posture vraiment d'animation où on essayait comme ça de distribuer la parole pour que la production de connaissances, finalement, elle se fasse de façon collective et groupée. Alors, la première, peut-être, alors, par rapport à cette journée-là, il y a deux choses qui en sont ressorties. Enfin, plusieurs, mais enfin, deux choses principales. La première, c'est qu'en fait, on a mis les personnes vraiment en situation de difficulté. C'est-à-dire que parmi le groupe, et Jennifer l'a évoqué, c'est la question de la parole. La question de la parole comme étant la porte d'entrée en fait, à la production de connaissances. Et du coup, il y a des personnes qui ont eu des difficultés d'élocution, notamment, donc, qui avaient des difficultés à produire le discours et des difficultés, du coup, également à produire des résultats à partir des récits. En fait, c'est des choses qui auraient pu être réglées après, c'est-à-dire rendre en fait ce protocole d'enquête beaucoup plus inclusif, c'est-à-dire inventer d'autres
manière de récolter à la fois de l'expérience et après de la production de résultats. Donc, effectivement, là, c'est... j'aurais peut-être dû passer avant, parce que Jennifer avait comme ça proposé comme ça plusieurs dispositifs facilitateurs justement pour répondre aux obstacles que nous avons rencontrés. Et la deuxième, c'était au niveau de la catégorie de cette notion d'inclusion. Et en fait, on s'est rendu compte que les personnes, dans leur récit d'expérience, elles n'utilisaient pas du tout cette notion. Alors, c'était il y a quelques années. Je pense que maintenant, en fait, elles ne lisaient pas leur réalité quotidienne, leurs difficultés à travers cette grille de lecture-là de l'inclusion. En fait, elles étaient dans des considérations beaucoup plus pratiques. C'est-à-dire, le problème, c'était d'avoir des transports adaptés, de pouvoir les expériences de discrimination à l'embauche, des choses en fait qui étaient très ancrées. Donc, ils utilisaient une autre porte d'entrée pour parler de leur expérience vécue. Donc là, effectivement, ça pose la question des catégories qu'on a utilisées dans la question de départ. Et même si cette catégorie, elle était à la base, c'était l'APF qui nous l'avait qui était partie, qui avait produit la question de départ. Mais pour autant, c'est là où ça pose en fait une question peut-être un peu plus... c'est la question de, lorsqu'on parle des représentants, des usagers, de qui parle-t-on, et là, en l'occurrence, il y avait deux corps différents au sein de l'APF. Il y avait le corps, on va dire, de la direction, de ceux qui étaient au service de la communication, du lobbying, donc qui avaient le vocabulaire, le savoir pour dialoguer en fait dans l'espace public. Et il y avait les personnes qui ont été envoyées dans cette recherche, qui étaient des usagers des institutions médico-sociales gérées par l'APF. Et ça a posé énormément de problèmes, parce que là, on était face finalement à deux réalités complètement différentes, sur lesquelles on pouvait apposer une même casquette. Et nous, naïvement, si c'est à refaire, évidemment, on ne le referait pas, mais sur cette instrumentalisation des personnes à un moment donné, pour dire, voilà, regardez, on a fait parler des personnes, mais finalement, ça a été quand même une violence, cette recherche, parce qu'à la fois en termes de méthode et à la fois en termes d'imposition de catégories. Voilà. Même si au départ, je veux dire, on était vraiment des bons élèves on avait lu, on était partis sur des bons principes, mais finalement, dans la réalisation de la recherche, ça a été vraiment des effets pervers dans lesquels on a été finalement provocateur de violence. On a reproduit de la violence à la fois institutionnelle, d'imposition de catégories, etc. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Donc, bon, voilà. 2 minutes. Maintenant, vous pouvez me lancer les cailloux. Donc, je crois que sur notre planning, c'est à Nicolas. Tu nous entends? Oui, vous m'entendez? Oui. Je te laisse te présenter. Oui. Rebonjour à tout le monde. Je suis Nicolas, du coup, je suis travailleur social médiateur au sein de l'EMPP Mars, au sein de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Donc, je suis à la fois travailleur social, éducateur de diplôme et usager de la psychiatrie de vie, du coup. Et là, je viens vous parler d'un programme de recherche. Alors, je ne sais pas si on peut parler ça de participatif. Enfin, c'est à vous de me le dire plus. En tout cas, sur les directives anticipées en psychiatrie, du coup, qui a été menée du coup depuis maintenant 3 ans auprès des services psychiatriques pour proposer un outil qui permettrait en fait de faire valoir les droits dans les milieux de non-droit. Donc, ce matin, on a parlé de prison, mais la psychiatrie reste quand même un lieu assez ciblé en matière de non-application des lois et en France en tout cas. Et en fait, on a essayé à partir du droit français du coup et de la législation en vigueur de créer un outil permettant justement de faire valoir des directives, un peu comme sur le plan des directives anticipées de fin de vie de la loi Leonetti, mais là du coup sur le champ psychiatrique. Alors, dès le départ, en fait, le nom lorsqu'on a fait l'étude, lorsqu'on a proposé l'étude, donc c'est une étude randomisée,
où en fait, il y avait sur le territoire français, donc il y a eu Paris, Lyon et Marseille, du coup, qui ont été sites référents. Il y a eu 400 personnes qui ont été incluses sur une étude randomisée, donc c'est-à-dire 200 personnes qui ont pu avoir accès au DAIP et 200 personnes qui n'ont pas du coup pu réagir à leur DAIP. Il faut savoir, donc du coup, dès l'affichage du nom des DAP, on a été recadré par le conseil scientifique de la PHM en disant que DAIP, que DAP au début, donc directive anticipée en psychiatrie, était trop connoté au niveau légal et à la loi Leonetti. Et du coup, on nous a fortement recommandé, pour que l'étude paraisse, de mettre un I. Donc, du coup, l'étude était intitulée l'étude directive anticipée incitative en psychiatrie, DAIP. Donc, on a mis le I en petit pour montrer un peu l'incidence de ce mouvement-là qu'on trouve un peu dommage, parce que pour le coup, quand on a commencé à faire l'étude, on s'est renseigné directement par nos vécus, personnels par rapport au nom donné à l'étude. En fait, on s'est rendu compte très rapidement auprès des personnes et des partenaires, des personnes concernées, des professionnels, etc., qu'en fait, directive anticipée parlait beaucoup plus qu'incitative, en tout cas, ou alors que plan de crise conjoint, ou alors que d'accompagnement commun, etc., que tous les termes qu'on peut retrouver. Et du coup, c'est pour ça qu'on a aussi suivi les recommandations du CGLPL, qui, dans son rapport d'Adeline Hazan de 2020, parlait, en tout cas en termes de psychiatrie, lors de ses passages dans différents hôpitaux psychiatriques, de directive anticipée. Alors, pas forcément en psychiatrie, mais en tout cas de directive anticipée concernant la santé mentale. Et du coup, on s'est saisi de cette opportunité, de cette ouverture, en tout cas, du CGLPL, donc, qui est une instance autonome d'un point de vue légal, en tout cas, pour justement inclure directive anticipée en psychiatrie comme nom de recherche. Donc, elle s'est faite en janvier 2018, elle a commencé. Donc, en fait, ça s'est fait progressivement de manière participative déjà au sein de l'équipe. Donc, donc, ça a été dirigé par un psychiatre, docteur Aurélie Tinland, qui est sur Marseille et qui coordonne plusieurs projets que vous connaissez sans doute. Et ensuite, au sein de l'équipe qui a été recrutée, il y a eu des chercheurs qui ont été recrutés. Et il y a eu surtout des médiateurs de santé pairs qui ont été recrutés en nombre. Donc, il y en avait 2 sur Marseille. Il y en a eu un au début, puis 2 sur Lyon et un sur Paris, pour le coup. Et ensuite, un deuxième sur Paris aussi qui est arrivé en cours, justement pour aider dans la rédaction et dans le bras justement, témoins de directive anticipée, les personnes qui étaient justement désignées pour rédiger, en tout cas, les directives anticipées ont été accompagnées par le médiateur pair. Donc, en fait, cette étude a eu un double enjeu, c'est-à-dire à la fois de prouver qu'un outil de droit pouvait en tout cas dans des lieux de non-droit, agir auprès des personnes et apporter un bien-être, autant qu'un rendez-vous médical ou alors qu'un entretien avec des travailleurs sociaux ou autres professionnels du corps médico-social, et que justement, inclure des devoirs en fait, auprès des personnes directement concernées pouvait faire un levier justement positif quelque part dans cette démarche. Donc, du coup, dans l'équipe, en gros, il y avait des personnes donc, qui ont analysé les études. Donc, il y a eu une étude quantitative où c'est Aurélie Tinland qui s'en est occupée, et l'étude qualitative où c'est Frédéric Mougeot, qui est sociologue, du coup, qui l'amène. Alors, on est désolé, on n'a pas pu vous présenter les résultats de la recherche parce qu'en fait, avec la Covid, etc., on a été très emmerdé par rapport au monitoring, etc. Et en fait, on ne peut pas vous présenter aujourd'hui les recherches qui, normalement, devaient paraître fin janvier 2020. Et en fait, ça a été décalé, du coup, à l'année prochaine, sans doute, parce que là, en fait, ils sont en train de regarder un peu sur chaque plan si la recherche a bien été faite, etc. Du coup, ça prend du retard. Donc, on est vraiment désolé. On pensait vous présenter les résultats de cette recherche, en tout cas de manière quantitative, pour prouver l'efficacité de cet outil-là. On a eu une petite extraction, mais ce n'est pas assez suffisant pour démontrer l'efficacité de l'outil. En tout cas, c'est positif. Et d'un point de vue qualitatif, en tout cas, on a pu voir sur le terrain, parce que du coup, j'ai aussi participé à la rédaction des directives anticipées. On a pu voir les effets, en tout cas, à la fois sur les personnes concernées, donc les personnes accompagnées, usagères de psychiatrie, et à la fois les professionnels de santé et les personnes aussi alentour qui zone dans le réseau de la personne, c'est-à-dire les personnes de confiance notamment. Et voilà, donc du coup, on a pu avoir quand même un effet positif et un changement vraiment de paradigme dans la prise en charge et dans l'accompagnement, qui n'est pas dans un outil de relation, d'alliance thérapeutique forcément, qui n'est pas non plus dans un registre, on va dire, social, dans un but d'émancipation ou alors d'empowerment, comme on a pu entendre, mais vraiment, c'était de laisser une plage assez ouverte et une prise en compte de cet outil-là des personnes par leur propre chef, c'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui pouvaient décider de l'utiliser ou non, cet outil, même s'il faisait partie du corps
d'accompagnement à la directive anticipée. Donc, on a pu avoir des personnes qu'on a pu voir qu'une fois. Après, elles ont refusé de continuer. Donc, voilà, ça s'est arrêté à ce moment-là. Et des personnes qu'on a accompagnées pendant justement les 1 an de recherche. Donc, il y a eu un M0, M6 et M12. Et on a pu voir en fait plusieurs facteurs qui ont été assez positifs, en tout cas, à cette recherche-là, et notamment la présence des médiateurs de santé pair. Alors après, c'était le nom officiel qu'on a pu donner tout à l'heure, compte tenu justement quand il y avait un souci de gratification par rapport à ces postes-là, qu'on ne sait pas trop comment les nommer, c'est-à-dire des personnes concernées par la psychiatrie sans forcément avoir un diplôme, sans forcément avoir une compétence professionnelle, en tout cas professionnalisante, ou encore sortant d'un corpus professionnel, que ce soit chercheur, travailleurs sociaux ou autres, soignants. Et du coup, on a pu quand même avoir des financements vis-à-vis de ça en étant en tant que statut de médiateur de santé pair, pour le coup, lors de cette étude. Et donc ensuite, on a pu quand même, au-delà de ça, être en lien justement avec, comme Benoît met dans le fil de discussion, en lien avec le CGLPL notamment, qu'on a pu rencontrer à Paris, c'était en décembre 2019. Justement, donc à l'époque, il y avait Adeline Hazan qui était présente, et du coup, on a pu présenter justement un programme de présentation en fait, de propositions par rapport aux recommandations. On a proposé des choses qu'on pouvait déjà mettre en place, et donc par rapport à cet outil-là. Et donc, du coup, on parlait depuis ce matin de la formation, et en fait, on propose aussi une formation par rapport à ces directives qui a été faite et construite par une travailleuse pair, qui est Elsa Casto, et une chercheuse anthropologue, du coup, qui est Juliette Robert, qui ont construit justement tout un module de formation qui à la fois va être proposé pour des structures hors Marseille, c'est-à-dire par exemple on a eu des demandes de l'UHU de Annecy, on a eu des demandes à Carpentras aussi, par rapport au réseau vauclusien dans le secteur du médico-social. On a eu des demandes aussi en intra, donc au sein de la PHM, qu'on va pouvoir proposer maintenant, parce que les longueurs administratives sont et institutionnelles sont assez longues, en tout cas à Marseille. J'imagine d'ailleurs c'est un peu pareil, mais en tout cas à Marseille c'est bien accentué. Et là, en fait, on va pouvoir proposer d'ici la rentrée justement de former les professionnels et aussi des personnes directement concernées, si elles le souhaitent en tout cas, aux formations des DAIP qu'on a pu mettre en tout cas en place dans le dossier médical, dans le logiciel qui sur Marseille s'appelle CIMES, dans le dossier médical psychiatrique pour le coup, qui est CIMES, qui est commun aux 3 sites de la PHM. Donc il y a Sainte-Marguerite qui est à Sud, il y a la Conception au centre, et on a pu le mettre en application directement. Donc il y a un dossier médical et on a pu mettre un item directive anticipée en psychiatrie, et on a pu aussi saisir le comité éthique du coup de la PHM pour justement essayer de faire valoir ces directives anticipées comme application commune à tous les services psychiatriques, même les services de secteur fermé. On a des secteurs fermés à Marseille pour des personnes qui souvent sont prises en SDRE, donc en soins en demande d'un représentant d'État, en contrainte. Et donc, du coup, ça va aussi de biais avec la QPC qui a été faite le 19 juin 2020, si je ne me trompe pas, ou 2019, qui a été justement appuyée par l'article 84 sur le consentement et l'isolement. On a pu aussi être dans ce courant-là par rapport aux mouvances qu'il peut y avoir dans le champ psychiatrique qui s'est arrêté depuis plusieurs années. Et justement, on a pu faire valoir cet outil-là. Et en novembre, on doit normalement rencontrer le ministère de la Santé, pour le coup, pour essayer de présenter cet outil-là de manière concrète, avec les résultats qu'on devrait avoir normalement d'ici l'été. D'ici la fin de l'été, on devrait avoir les résultats, et qu'on n'oubliera pas de vous transmettre au sein de COFCAP aussi. Et voilà, donc justement pour essayer en tout cas de diffuser au maximum et de faire adapter au maximum ces directives anticipées qui sont à la base un outil de droit calqué sur le droit français, donc pas calqué sur le droit anglais ou sur le droit allemand ou sur le droit espagnol par exemple. Là, c'est vraiment calqué sur le droit français avec vraiment ça sort du code de la santé des familles et aussi du code de la santé Donc là, ça sort vraiment de ce registre-là, et pas en étant dans des psychothérapies ou alors d'alliance thérapeutique. C'est pas du tout ce qui est recherché. Je suis désolée, Nicolas, tu as très bien conclu. Voilà, et on va attendre et on va attendre avec impatience les résultats. Et il nous reste une dernière intervenante à qui je vais passer la parole car elle est en distanciel également. Donc, c'est Anne Petiot. Merci, bonjour à tous. Merci beaucoup pour les échanges déjà. Nous sommes en fait 2 intervenants, donc je suis avec Hervé Moisan. Hervé, tu es là? Je ne te vois pas.
Je le vois. Donc, Hervé, il faut que tu réactives ton micro le temps que je commence. Je vais faire, voilà, je vais diviser les 10 minutes en 2 x 5 pour ensuite laisser la parole à Hervé. Et je vais essayer de vous présenter rapidement la recherche qu'on appelle triptyque, donc co-construction de l'intervention sociale et co-construction de l'intervention sociale et expertise multiple. Le triptyque personnes concernées, professionnels, proches aidants dans l'accompagnement en milieu de vie des personnes en situation de handicap psychique. C'est très long comme titre. En fait, c'est une recherche pour laquelle on est parti, donc qui a été élaborée plutôt par des chercheurs, donc dans les écoles de travail social, parce que la recherche est coportée donc par Catherine Lenzi à l'ENSEIS en Rhône-Alpes et par moi-même donc au CERA en Île-de-France. Et on est parti des revendications du mouvement des usagers de la santé mentale, sur la question de la reconnaissance des savoirs d'expérience, sur la participation aux services qui les concernent, sur l'inclusion et l'autodétermination des choix de vie. Un certain nombre de ces principes s'étant traduits ensuite dans les politiques publiques en France en termes de participation notamment. Et on s'est également appuyé sur des expertises et des liens qu'on avait par plusieurs membres de l'équipe en termes de recherche participative. Et donc, dès le début du programme, on a réuni une équipe qu'on appelle, disons, une équipe mixte, donc dont je vais parler un petit peu plus après, au point de vue multiple, qui sont donc une équipe à la fois de chercheurs professionnels, mais aussi de personnes qui ont des expériences de recherche, mais qui sont aussi, pour certains, usagers de la psychiatrie ou professionnels de l'intervention sociale dans le champ de la santé mentale. Donc, on voulait interroger ces dynamiques portées par le mouvement des usagers de la santé mentale et par des principes inscrits dans les politiques publiques. Et on a choisi d'interroger plus précisément, pour interroger ces dynamiques-là dans l'intervention sociale, on est entré par les services d'accompagnement à la vie sociale et les SAMSA, services d'accompagnement médicalisé pour les personnes adultes handicapées. C'est peut-être pas exactement ça, mais j'ai à peu près tous les termes. On est rentré par ces services dont justement le principe est le soutien des personnes dans leur vie sociale dans tous ces aspects et donc des buts d'inclusion, service relativement récent puisqu'il date de 2005. Autre particularité, c'est que on a souhaité interroger ces objectifs d'inclusion, de participation et de reconnaissance des savoirs d'expérience du point de vue des différents acteurs qui sont impliqués en fait dans ce processus de désinstitutionnalisation. Qu'on a effectivement distingué 3 grandes catégories, donc les professionnels, les usagers, les proches aidants. Ce pourquoi on parle de triptyque, puisque tout au long de notre recherche, on croise ces points de vue, à la fois dans l'équipe de recherche, à la fois dans les personnes, dans l'équipe de recherche, on va dire élargie, avec les personnes impliquées dans le processus participatif, donc dans un souci finalement qu'on pourrait presque aussi rattacher aux épistémologies féministes quand elles parlent d'épistémologie du point de vue. Mais là, on est donc dans un point de vue qu'on cherche en fait à rendre pluriel en réunissant ces différents regards au travers des différentes étapes de la recherche. Donc, on interroge finalement, on interroge dans ces modalités d'intervention, comment est-ce qu'elles soutiennent les capacités à faire des personnes à faire leur choix de vie? Comment est-ce qu'ils peuvent faire entendre finalement leurs souhaits, leurs choix? Et en même temps, comment est-ce que ça se tricote de manière parfois assez compliquée et donnant lieu à beaucoup de dilemmes avec des soucis de protection de la part des proches, des professionnels, mais aussi des demandes de protection de la part des personnes elles-mêmes. Donc, je reviens un petit peu sur la méthodologie. Donc, je disais qu'on avait effectivement réuni une équipe au profil mixte. Je reviens, c'est ce que je disais à l'instant. On a aussi réfléchi au fur et à mesure de la recherche sur nos identités complexes,
On essaie aussi de ne pas substantialiser les personnes dans des identités un peu figées. Au départ, on a quand même, c'est ce qu'on a appelé des comités, même si finalement on est moins nombreux que comme souhaité dans ces comités. Donc les usagers de services ou usagers de la psychiatrie, les professionnels, les proches aidants. Mais au fur et à mesure de la recherche, on déconstruit aussi ces catégories pour voir aussi ce qui rend possible notre communication et nos échanges. Ce sont des identités multiples, une certaine vulnérabilité psychique qui peut être connue, dont certaines dans l'équipe de recherche, y compris les non-usagers de la psychiatrie, peuvent avoir l'expérience, et à contrario, des compétences de recherche, des expériences de recherche qui peuvent être forgées dans l'expérience ou par la formation, des personnes qui, elles, sont là au titre de leur expérience de proche aidant ou d'usager. Concernant donc en dehors de l'équipe mixte, c'est une recherche qui dure depuis 3 ans et qui est en ce moment dans sa dernière phase. On a fait 20 entretiens 20 entretiens exploratoires, des observations et ensuite une méthodologie participative de focus group et de méthode d'analyse en groupe, telle qu'en parlait aussi donc à l'instant Audrey. Sachant que, bon, là, c'est peut-être pour le débat, mais c'est vrai qu'on arrive dans la MAG, nous, en 3e phase, avec des personnes avec lesquelles on se réunit depuis sur des focus group répétés sur un temps long. Voilà, mais ça, je laisserai Hervé en parler de manière plus précise. Et donc, ces focus group une phase de focus group pour lesquels on s'est inspiré de l'intervention sociologique et notamment dans le fait de se réunir sur un temps long et de manière répétée. Et ensuite, une phase donc de méthode d'analyse en groupe où les 3 acteurs, donc les proches aidants, les professionnels et les personnes accompagnées sont réunis, mais en évitant les processus d'interconnaissance. Enfin, on est actuellement dans une phase de réalisation de supports vidéo, de supports de formation et d'auto-formation. Donc, on est en plein dedans, on est un peu en bricolage et on est complètement embarqué avec un groupe d'une quinzaine de personnes qui représentent ces différents profils. Nos résultats, je ne vais pas du tout avoir le temps de les détailler, mais ils portent donc on va dire, on a un peu mis en lien la question justement de reconnaissance des savoirs avec la question de l'inclusion. Finalement, qu'est-ce que c'est aussi d'être entendu, d'être cru dans ses capacités et dans ses choix de vie? On a interrogé pas mal de modalités d'accompagnement comme aussi l'entrée dans les services, la sortie, qui sont également liées à la capacité de faire des choix. Et là, je vois aussi le lien avec la recherche que SWAF a présentée sur le prêt à sortir. Voilà, bon, c'est quelques éléments vraiment très succincts. Et ce sont ces résultats sur lesquels qu'on est encore en train finalement de travailler aussi en réalisant des supports de formation. J'étais déjà un petit peu plus longue que 5 minutes, donc Hervé, je te passe la parole pour compléter notamment sur les éléments facilitateurs de la dynamique participative dans la méthode qu'on a mis en œuvre tout au long de ces 3 ans. Merci Anne. Vous m'entendez là? On t'entend Hervé. On m'entend? D'accord. Alors, ok. Juste 10 secondes pour me présenter, pour savoir qui parle et de quelle légitimité j'ai à évoquer ce dont je parle. Donc, moi, je suis ingénieur de recherche et sociologue en retraite de l'Institut national de recherche agronomique et environnementale, et j'étais aussi attaché à la chaire de sociologie d'AgroParisTech, et mon champ de recherche n'avait rien à voir avec le soin et la psychiatrie, c'était les villages, le monde rural, mais beaucoup de recherche-action également. Bon. Alors, par rapport aux interventions que j'ai entendues, et précisément celle de Anne, je voudrais juste pointer 2-3 points méthodologiques et l'apport de cette méthodologie. J'ai oublié quelque chose quand je me suis présenté. Par ailleurs, je suis usager de la psychiatrie puisque affecté de troubles bipolaires depuis belle lurette. Donc, voilà pour les identités complexes
et qui en même temps permettent de traduire, puisque je connais un peu ces deux mondes, malgré moi, où c'est comme ça. Donc, je fais avec. Alors, du point de vue méthodo, par rapport à la méthode d'analyse de groupe, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que, d'une part, tous ici ont évoqué la question de l'horizontalité, de la symétrie, de l'éthique. Et dans cette... Moi, j'avais en quelque sorte une... j'étais un peu sur le reculoir, sachant que c'est un idéal, mais est-ce que ce n'est pas un leurre aussi, voir toute cette incantation à mettre en valeur les personnes concernées, à ce que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Donc, voilà, une sorte de méfiance au départ. Et j'ai vu que la MAG, par l'exigence même du protocole, qui peut sembler rigide et qui peut sembler, rigide, astreignant, permettait tout au contraire de réaliser pour partie cette exigence et retrouver et générer de la convivialité. Si je pourrais l'exprimer ainsi, par la répétition des réunions, par le fait de tours de table répétés jusqu'à la redondance, eh bien, peu à peu, les référentiels divers des acteurs concernés, professionnels, mais aussi usagers, finissaient par s'entremêler. Il y avait une confiance qui gagnait du terrain sur cette répétition, qui faisait que des censures, des autocensures pouvaient sauter et se révéler notamment dans la dernière phrase de la MAG avec la confrontation des acteurs des différents groupes. Une illustration, juste une ou deux illustrations de ce phénomène presque heuristique qui sert à la découverte. Je vous la donne à l'instant. Les professionnels et les éducateurs des SAVS étaient persuadés et sont persuadés, c'est leur mission, donc inclusive, de retour à une vie citoyenne, etc. Or, il s'est avéré que les personnes usagères ont fini, j'allais dire, sont rentrées dedans en disant « mais oui, les SAVS, être en SAVS, contrairement même à la mission institutionnelle de ces services, c'était regardé par eux comme une voie de garage. » Imaginez le choc que cela représentait pour les éducateurs, dont c'était la mission même qui était complètement, comment dirais-je, déboulonnée quelque part. Et donc, effritement de l'identité professionnelle. Voilà un peu ce à quoi a permis cet instrument de la MAG appliqué, j'allais dire presque scolairement, entre les focus group et puis ensuite la confrontation ensemble des différents acteurs, la mise en récit, enfin tout le détail de ce qu'on retrouve d'ailleurs dans ce que je viens d'entendre pour SWAF, etc. C'est donc ce paradoxe que la facilitation, la traduction, moi je suis entre les deux, hein, mais était rendu possible par un cadre, par un protocole quasi expérimental de psychosocial, de microsociologie. Voilà. Je vous remercie en tout cas de cette présentation. Si je peux juste, moi juste en une seconde, citer non qu'on travaille en partenariat avec les associations
Gris-Méhamac en Rhône-Alpes et Falleray et les Amis de Germenois en Île-de-France. Et voilà, je voulais quand même les citer. Ouais. Merci. Donc, ça faisait quand même beaucoup d'interventions. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de questions, mais en tout cas, on a, pareil, que 10 minutes pour les poser. Moi, en tout cas, ce que Ah, déjà une question. Alors, c'est peut-être pas une question, mais je pense qu'il y a déjà des points communs entre un certain nombre de projets concernant les méthodologies de… Ah pardon, oui, Jean-Marc Le Gagneux. Je suis travailleur pair depuis 20 ans. J'officie à Toulouse. Je n'y habite plus depuis 8 ans, mais j'y officie toujours dans une école d'éduc. J'ai dirigé une recherche. J'étais un activiste politique dans le champ de la grande exclusion. Et en fait, j'ai été formé dans une association qui s'appelle le Groupe Amitié et Fraternité à Toulouse, qui est une association de SDF autogérée, qui existe depuis plus de 20 ans et qui a été intégralement gérée par et pour des SDF. Donc, c'est un écosystème participatif extrêmement avancé, évolué, qui a évidemment, au bout de 20 ans, évolué de manière tout à fait conservateur, comme toutes les organisations. Mais j'ai trouvé qu'il y avait des choses un petit peu communes. Alors, je ne vais pas faire des remarques sur tout, mais je trouve que vous avez, pour beaucoup, pris un a priori sur le fait que le travail collectif, le fait de réunir tout le monde, tous les acteurs autour d'une table, allait produire une parole vraie de la part des personnes. Alors, j'ai l'occasion, par expérience, de m'apercevoir que c'était rarement le cas, puisque généralement, les personnes concernées, se calquent sur les personnes qui sont autour de la table pour s'exprimer. Et donc, très rapidement, le ton devient policé. Et j'ai eu l'occasion de remarquer, quand on prenait les gens entre eux, les pairs entre eux, et qu'on les interrogeait, d'abord, le vocabulaire n'était plus le même, et que les gens se lâchaient beaucoup plus, et qu'on avait beaucoup plus de matière et de matériel. Et je trouve aussi que cette méthodologie trop collective va être, je pense, est une entrave, puisque on peut même s'apercevoir, quand on prend chacun des acteurs de ces recherches, que vous prenez de façon individuelle, vous allez peut-être même vous apercevoir qu'ils ne parlent pas du même sujet et qu'ils ne voient pas la chose de la même façon. Voilà. Donc, je pense qu'en termes de méthodologie, alors il faut savoir qu'il n'y a aucune, c'est pas une science exacte, la participation. Donc, je suis heureux d'entendre qu'il y a des gens qui échouent, parce qu'en fait, je pense que beaucoup échouent, mais qu'il faut aller à la fin de toujours des études. Je pense que c'est une chose importante. Après, je pense que vous basez encore, au deuxième principe, sur la production d'une parole. Une parole qui est normée. Voilà. Et qu'à partir de cette parole, vous entendez produire du savoir. Voilà. Je pense que la meilleure des productions de savoir qu'on puisse avoir, c'est quand les gens sont dans l'action. C'est-à-dire quand vous vous retrouvez avec des personnes concernées qui mènent des actions, qui montent des projets, etc. Faire de la recherche à ce moment-là, alors qu'ils sont véritablement des acteurs et pas seulement des témoins, a certainement une richesse beaucoup plus grande. Donc c'est pour ça que je pense qu'une grande partie de ces recherches, je suis assez critique sur ce type de méthodologie, évidemment. Voilà, et il y a une chose dont je voudrais dire sur le collectif Soif de connaissances, juste la dernière remarque que je vais faire. Je pense que je suis un peu estomaqué, parce qu'en fait, si j'ai bien compris donc la recherche, c'est que vous interrogez un petit peu à travers les usagers et les travailleurs sociaux la capacité à habiter des gens. Et cette sacro-sainte question du diagnostic qui est posée par les travailleurs sociaux. Alors, il faut juste savoir qu'en matière de capacité à habiter, il y a toutes les études qui ont été faites, randomisées, je dis bien, autour d'Housing First, autant aux États-Unis, au Canada qu'en Europe, ont toutes validé le fait que même celui qu'on pensait être le dernier des hommes capables d'habiter, l'était. À partir du moment où lui ont donné les moyens. Donc, le simple fait d'interroger cette question, et pour moi, alors peut-être, voilà, juste pour dire simplement que la connaissance, elle est énorme. C'est un espèce de melting pot énorme. Tout le monde n'y accède pas, et je pense qu'il y a aussi des lacunes autour de ça. Voilà, qui a des précisions, je pense, à vous apporter. Bonjour, déjà, j'aimerais réagir par rapport à ce que vous venez de dire. Effectivement,
Je partage en partie ce que vous êtes en train de dire, parce que vous avez décrit un schéma, et vous l'avez souligné vous-même. Vous êtes travailleur père depuis 20 ans. Pour autant, je crois que les choses peuvent changer en 20 ans. Et que s'il existe ce modèle, et qu'il existe encore, le modèle que vous décrivez de la participation des personnes concernées dans la co-élaboration, dans la co-intervention, dans la co-décision que nous sommes au collectif SOIF, c'est tout simplement parce que nous sommes partis d'un postulat. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de verticalité et d'horizontalité, et au collectif SOIF, nous sommes très, très vite arrivés à ce postulat, et la parole de tout le monde vaut la parole de tout le monde, et il n'y a pas de prédominance de la parole de qui que ce soit au collectif SOIF. Et c'est pour ça qu'on arrive à produire quelque chose qui est intéressant. Et pour venir et pour rajouter quelque chose, c'est que nous ne sommes pas toujours d'accord, et donc nous sommes anti-discours consensuel. Nous ne produisons pas quelque chose lissé, polissé, qui serait divulgable à tout le monde. Non, nous ne sommes pas d'accord et nous le revendiquons, et nous ne sommes pas toujours d'accord. Nous le sommes de temps en temps, certes, mais pas toujours d'accord. Il nous arrive même de ne pas être d'accord quand on intervient devant des étudiants, et au contraire, de faire paraître cette question comme étant une faille à notre cuirasse, nous nous en servons d'outils en interrogeant les étudiants. Et vous, vous en pensez quoi? Oui, on n'est pas d'accord, mais vous en pensez quoi? Donc, le fait qu'on ne soit pas d'accord, ça peut être utile. Mais le fait qu'on soit d'accord consensuellement, je suis d'accord avec vous que ce n'est pas une bonne chose. Dans tous les cas, le collectif SOIF, ce n'est pas comme ça. On laisse ça à d'autres. On en connaît d'autres qui savent faire comme ça. Merci pour la précision. Jacques? C'est pour oser faire. Bon, quand tu avais fait avec Usazé, avec des gens normaux, on va dire, des gens, on va dire, professeurs, nous, on a fait des cours aussi avec des gars handicapés mentaux et des profs voilà, pour enseigner des cours aux élèves. Ça s'appelle DESMA, et au Cotonou, là, on va dire, on a ces trois absents, on fait, comment on dit ça, tous les ans, on met des nouveaux profs, on va dire, handicapés et non handicapés, ensemble pour apprendre, travailler entre eux et donner du coup à la fin. Et là, on va dire, les personnes avec qui on travaille, comme moi j'ai donné des cours, on a donné des cours de c'est quoi l'handicap mental. On va dire, c'est quoi, bon, pas mélanger deux. Après, mes collègues, elles avaient fait que des droits, tout ça. C'est les personnes, les deux plus bonnes, on va dire, les deux, ils ont travaillé ensemble. Ils ont changé les idées, ils ont changé le thème à eux. Et après, ils ont travaillé ensemble. Après, bon, on va dire, on s'ennuie, on va dire, une fois tous les 3 mois, on s'ennuie pour travailler, on va dire de quoi on a travaillé. Et si vous voulez, je vais vous donner le nom du truc, vous allez. Et tu vois, c'est le même système, c'est que nous, on donne des cours aux élèves. Comme ça les jeunes maintenant, s'ils ne connaissent pas l'handicap, grâce à nous, même après le reste, s'ils veulent aller plus loin, c'est faisable. Voilà. Oui, bonjour, moi je suis Sylvie Daniel, je fais partie de cette corporation des travailleurs sociaux. Et en fait, depuis ce matin, ce qui m'interpelle beaucoup, mais ça m'interpelle depuis que je suis avec la démarche Cap Droit depuis un certain nombre d'années, c'est que finalement, j'entends depuis le début de la journée qu'il y aurait beaucoup de chercheurs du monde académique, sous-entendu du monde académique, avec des conceptions, des méthodes qui seraient très disparates, et que c'est important, cette pluralité, et qu'il y a beaucoup d'opposition entre vous, etc. Et vous la faites vivre, et c'est important. Il y a la loi de 2002, pour parler que de celle-là, qui a mis en œuvre et qui a mis en avant l'individualisation des parcours, la prise en compte des personnes directement concernées comme étant des sujets de droit, comme étant des individus à part entière, et qu'il faudrait
non pas penser des prises en charge type pour toutes les personnes, etc. Et puis, il y a la corporation des travailleurs sociaux. Et si vous écoutez, pour la plupart d'entre vous, la façon dont vous parlez, même ici, alors qu'on est au cœur d'un certain nombre de démarches, de collectifs, etc., qui veulent faire attention à chacun d'entre nous, finalement, on serait cette grande corporation des travailleurs sociaux. Et moi, j'ai envie de vous dire que nous aussi, dans notre monde, nous sommes des personnes concernées avec des histoires, des biographies, des intérêts, des conceptions, etc., on est soumis de plus en plus, puisqu'on parle de la question des droits, on est soumis de plus en plus à des procédures, à des textes législatifs qui encadrent notre activité, avec lesquels on doit composer. On en a parlé hier, la façon dont on peut invisibiliser certaines pratiques pour pouvoir aussi un peu promouvoir le droit des personnes. Et je voudrais que vous puissiez faire attention, parce que je crois que si on veut développer, ou en tout cas être attentif à cette question des recherches participatives, des recherches collaboratives, il faut aussi faire attention que chacun d'entre nous, nous avons aussi une conception de l'action, et que quand nous sommes entre nous, puisqu'on peut parler aussi comme ça, on est souvent extrêmement en désaccord. Et qu'on n'a pas du tout les mêmes manières de pratiquer. Donc, je vous invite à faire attention à votre terminologie, parce que mine de rien, finalement, on reproduit entre nous ce sur quoi on essaye de lutter. Alors ça, c'était la première chose que je voulais vous faire retour. Et la deuxième chose qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'un chercheur sort de son terrain. Et c'est dommage que Nicolas soit parti, parce que je suis responsable de CHRS, et dans l'établissement dans lequel je travaille, il y a eu cette étude autour des directives anticipées en psychiatrie qui a pu intéresser un certain nombre de résidents. Et sur le moment, les gens étaient très enthousiastes et ils ont répondu. Et effectivement, ça a beaucoup développé comme ça leur capacité, leur désir aussi de se positionner. Sauf que, une fois qu'il y a eu des moments où ils ont été éventuellement en crise et qu'il a fallu aller aux urgences psychiatriques, et que l'équipe sociale a soutenu les directives anticipées qui avaient été écrites, au moment de l'accueil à l'UPRM, aux urgences psychiatriques, ça n'a pas du tout été pris en compte. Et donc, finalement, le développement capacitaire qui a eu lieu à un moment donné via l'étude, via la recherche, quid de ce qui se produit après, et des maltraitances que ça peut poser au moment où on arrive aux urgences psychiatriques, et finalement, ce n'est pas du tout pris en compte. Donc tout ça pour dire que ça fait un certain nombre d'années que je vois passer des personnes qui font de la recherche dans les établissements dans lesquels je travaille, que la question de la sortie du terrain d'enquête, c'est une vraie question, au même titre que la sortie du CHRS, tu vois, c'est pour faire écho un peu à ça, c'est pour ça que ça me faisait réfléchir, et que souvent, ce qui serait intéressant, c'est peut-être de venir enquêter a posteriori sur la sortie de l'enquête, en tout cas, qu'est-ce que ça a produit en décalage. Voilà. Merci. Oui, je suis Nicolas Nkes et je suis chercheur au CNRS. J'ai une question qui fait un peu écho, mais sous un autre angle à la question que vous venez de poser sur, en fait, je trouve toutes les expériences que vous avez racontées, que vous avez présentées très intéressantes, mais ce qui me frappe, c'est qu'on a des dispositifs très élaborés pour construire la parole ensemble, mais vous dites finalement assez peu de choses sur la diffusion des recherches et par ailleurs la participation des personnes elles-mêmes à cette diffusion, mais de la diffusion plus généralement. Et du coup, ça appelait une question plus générale qui était qui soulève éventuellement un peu la table, qui vous demandait ce qu'on attend au fond de la recherche et pourquoi il faudrait absolument faire de la recherche. Qu'est-ce qu'on attend de la recherche? Parce que il me semble qu'un des enjeux de la recherche, ce n'est pas simplement de produire des données, c'est de les mettre dans un format et de les faire qui fassent circuler les choses et qui permettent de les raccrocher à des mondes différents. Et donc, ça devrait être un des enjeux fondamentaux. Et qu'est-ce qu'on attend de la recherche? Il me semble que cette question, elle se pose d'autant plus qu'on est quand même dans un monde où la recherche n'est pas non plus dans la meilleure posture. Je veux dire, on est aussi, en tant que chercheur, des milieux qui sont vulnérables.
qui ne sont pas politiquement forcément dans les… Enfin, on a des chercheurs précaires pour pas mal d'entre nous, on n'a pas forcément des moyens considérables. Nos productions n'ont plus la reconnaissance qu'elles pouvaient avoir il y a encore 20 ans, 30 ans, je pense aux recherches de sciences sociales. Et du coup, est-ce qu'on est vraiment un soutien forcément pour vos entreprises, je veux dire, le soutien qu'il vous faut, et est-ce qu'on a vraiment la capacité de faire porter ces paroles en dehors des arènes où elles sont produites, quoi. Et je pense qu'il y a un vrai risque d'enclavement au fond de ces dispositifs dans les endroits, dans les lieux où ils sont produits. Je ne veux pas prendre la parole trop longtemps, je voulais juste revenir sur le fait de réussir ou pas ce qu'on fait. Franchement, en tout cas du point de vue de Cap Droit, l'expérience Cap Droit, c'est difficile de dire si on réussit ou pas. En tout cas, on essaye de construire quelque chose de collectif. Et puis, on observe aussi justement les déplacements. On a produit un protocole, par exemple, pour faire recherche et puis faire un truc collectif. Et donc, le protocole, il est diffusé aux différentes équipes. Et puis, du coup, il y a les personnes qui se l'approprient. Et les trinômes, on présentera ça tout à l'heure. Les trinômes, ils s'approprient le protocole, mais on voit qu'il y a des déplacements énormes, qu'en fait, il y a des trucs, ce n'est pas possible de les faire. Voilà. Et puis même, cette histoire de trinôme de facilitateur-chercheur, où il y a un chercheur professionnel, un travailleur de la relation d'aide, puis une personne concernée. Quand on leur dit, bon, vous allez faire de la recherche participative, moi, quand je suis arrivé avec Cap Droit, moi, je sais faire des entretiens, voilà, je sais lire des articles, voilà, mais la recherche participative, c'est-à-dire que je vais faire de la recherche avec des gens qui n'ont jamais fait de recherche. Donc ça, c'était ma première réaction, quoi. Et les autres, c'est pareil, mais de la recherche, c'est quoi de la recherche? Et donc, en fait, il y a un truc comme ça qui se crée où chacun se déplace par rapport à ce qu'il fait d'habitude, essaie de comprendre ce truc-là qui est de faire de la recherche avec et pas que sur. Enfin bref, il y a une grosse incertitude dans ce qu'on est en train de faire et je ne crois pas qu'on réussisse très bien. Mais par contre, ce qu'on essaie de faire à Cap Droit, je trouve qui est bien, c'est qu'on réfléchit justement sur ce qui ne marche pas et les effets justement que ça. Alors, c'est pas quantifié, c'est quelque chose d'un peu qualitatif, mais on fait cette analyse en fait de la méthode qui est en fait un résultat aussi. Voilà ce que je voulais juste rajouter. Non, on n'a plus le temps. Tu veux finir ça? C'est pas ça ce qu'on va dire, même on va dire quand on donne parole au groupe, quand on fait un groupe de parole, les groupes sont heureux parce qu'automatiquement, elle n'a jamais fait ça. Et quand on donne des paroles, les gens sont heureux. Vous avez dans mon groupe la première fois, c'est vrai, tu en as été timide, il n'osait pas. 2 semaines après, tu es capable de prendre le micro. Justement, sur… alors, encore quelqu'un? Un dernier? En tout cas, ce qui ne marche pas à Cap Droit, c'est moi, je ne suis pas la reine de l'animation, vous voyez. Moi, je me demandais s'il y avait des liens entre vos recherches et les initiatives prises, notamment dans le cadre d'advocacy, qui visait, dès le milieu des années 90, à impliquer notamment les personnes présentant un trouble psychique dans les démarches de recherche et étaient dans des logiques de potentialisation. Est-ce que dans les travaux que vous développez, est-ce que vous capitalisez sur ce qui a été réalisé, alors en France, mais peut-être aussi dans d'autres pays? Bernard, est-ce que tu nous entends? Non? Non, il est peut-être parti. Peut-être l'heure de manger pour Bernard. Non. Qui, voilà. Merci. Ouais. Ils sont toujours… Oui, comment s'appuie-t-on sur des initiatives qui ont été développées, qui ont porté leurs fruits pour certaines, pour d'autres moins,
pour, comment dirais-je, que la recherche en sciences sociales, comment dirais-je, puisse se reconfigurer au regard de nouveaux enjeux ou d'autres enjeux. Je pense qu'en tout cas, à Cap Droit, comment on les capitalise, c'est déjà qu'au-delà des groupes locaux, on a aussi tout un comité de partenaires qui en font partie. Donc, pour Advocacy, donc Bernard et Stéphanie en font partie. Mais et il y a aussi un groupe local qui est porté par Advocacy aussi. Donc, c'est vrai qu'on n'est peut-être pas non plus à rechercher peut-être forcément les appuis. Mais en tout cas, on est ouvert aux participations et aux envies aussi que les gens de venir et de s'emparer aussi de notre protocole et de notre recherche. Et pour finir, pour reprendre ce que disait Monsieur Le Gagneux, on était dans l'idée de dire que, voilà, comme il disait, la participation, c'est en se faisant, et c'est aussi ça que l'on propose à ces institutions, c'est de venir faire avec nous. Alors, comme disait Arnaud, on fait bien, on ne fait pas bien, mais en tout cas, on fait. Voilà. Et maintenant,